Je suis né dans une île qui est au milieu d'un lac, en Grèce, dans la région de l'Épire, près de la frontière albanaise. Mon grand-père était petit-fils d'archevêque des Phrokies grecs. Alors, c'était un homme très cultivé, érudit. Il me racontait tas d'histoires. Et puis un jour, je lui demandais de quel côté se trouvait Ithaque. Alors, il m'a montré vers une direction. Et puis, quelques temps plus tard, mais il ne m'a pas paru convaincu. Et quelques temps plus tard, je lui pose la même question et il me montre vers une direction opposée. Alors, je lui dis, tu me mens. La dernière fois, tu m'as dit que c'était par là, Ithaque. Il me dit, oui, mais c'est pas ma faute, la Terre tourne. Alors, à l'âge donc de 8 ans, j'avais compris pourquoi Ulysse était perdu. N'oublions pas que Homère, qui a chanté donc l'Iliade et l'Odyssée, était un grec de l'Asie mineure. Et les Grecs de l'Asie mineure devraient traverser la mer Égée, et pour aller vers l'Occident, il fallait contourner le Péloponnèse. Déjà, le comptoir, donc, le côte de l'Afrique était occupé par les Phéniciens qui avaient 2 siècles d'avance sur les Grecs au niveau navigation. Donc, les Grecs, ils étaient condamnés d'aller vers l'Occident. Alors, il paraît qu'Ulysse, en arrivant donc après la guerre de Troie, les Corinthiens leur ont refusé donc le passage. Et en contournant le Péloponnèse, le vent l'a jeté en Libye, au pays de l'Autophage. Il a essayé de remonter vers la mer Ionienne, alors il est passé entre Charybdis, donc la Mycine, le détroit de Mycine. Il est passé entre la Sardaigne et la Corse. Il est arrivé jusqu'en Ibérie. Il a pris les côtes de nouveau jusqu'au Gibraltar. Il a pris les côtes de l'Afrique du Nord. Il est remonté vers la Sicile. Il a fait le tour des îles Ioliennes. Il a fait des naufrages avant d'arriver, bien entendu, à Corfou, où on l'accueille, on lui donne l'hospitalité, on la ramène donc à Ithaque. Donc Homère, en utilisant donc l'histoire de l'Odyssée, il voulait soulever l'opinion panhellénique contre les Corinthiens et de donner hospitalité et aide à tous les marins donc de l'Asie mineure. Donc il y a les aspects politique de la géographie antique. Comme par exemple les Corinthiens disaient qu'ils étaient descendants des Cyclopes, Homère fait crever l'œil par Ulysse de Cyclope. Il l'attaque de tous les côtés. Et à travers les récits tellement émouvants, on forge la jeunesse, on forge les gens qui sont obligés de partir pour amener à la mère patrie donc une aide substantielle, et avec le lotophage, etc., tout ça, on montre aux enfants les dangers sur lesquels ils vont s'exposer plus tard et qu'il ne faut jamais qu'ils oublient donc la patrie et qu'il y a une Ithaque qui les attend. Apprendre l'Odyssée quand on avait 12 ou 13 ans, apprendre l'Odyssée traduite par Kazantzakis, c'était pas quand même dans le texte, mais c'était traduite par Kazantzakis, ce qui est une traduction merveilleuse. C'était pour nous un régal. C'était comme si on nous racontait des contes de fées à longueur de journée. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ou tout à coup, peut-être la chose qui moi m'a ému le plus, c'est d'être à la mer, d'être dans la vie, et puis d'entendre une mère appeler sa fille Calliope, ou de l'appeler Efterpe, ou Perséphone, viens ici, elle adore, etc. Et tout à coup, tout ça ressurgit. Il y a Perséphone qui est une petite gamine avec des cheveux noirs et puis qui est en train de jouer, et puis c'est Perséphone. Et là, moi, ça me coupe le souffle. J'étais très étonné de ce matin écouter les noms des enfants qui étaient là. Orphée, Prométhée, Diogène. Alors je me demandais pourquoi, mais ce n'est pas la première fois que je me demande. Je pense qu'il y a un écrivain grec qui a écrit un livre qui s'appelle Le troisième anneau, qui est sorti aussi en France, et qui dit que les Grecs donnaient les noms des anciens Grecs à leurs enfants en croyant qu'ils peuvent un peu sauver réunir, disons, le passé avec le présent. Le présent n'est pas tout à fait réconfortant. Je dirais même parfois qu'il est catastrophique. Alors, l'appel, ça crée une sorte de sécurité, comme si on faisait appel à quelque chose de très solide,
est très sûr. Les Grecs modernes savent très bien que la civilisation grecque ancienne, grecque, est l'héritage de toute l'humanité. De toute l'humanité. Nous ne nous considérons pas comme les seuls héritiers de cette civilisation. Mais parmi ces héritiers, nous existons, nous aussi. Nous aussi. Et non seulement nous existons comme nous existons, mais nous continuons à lutter. Nous existons malgré les autres héritiers. Malgré les autres héritiers. Et nous continuons, ce qui est le plus important, nous continuons, avec les moyens dont nous disposons, de lutter pour, justement, ces mêmes idéaux qui ont constitué l'héritage de l'humanité. Tout ce qu'on peut dire. Il y a toujours eu, au sein du christianisme même, le conflit Athènes ou Jérusalem. À certains moments, dans la Renaissance, dans la Haute Renaissance, c'est nettement Athènes qui l'emporte. L'idée de la grande civilisation, de la grande culture urbaine, de l'alliance entre la religion et l'art, de la religion et la philosophie. Chez le puritain, chez le radical, chez l'hérétique, c'est Jérusalem qui l'emporte. Celui qui a toujours voulu rejeter, par exemple Luther et Calvin, une très bonne partie de leur héritage grec, qu'ils soupçonnaient précisément d'être au fond et toujours un polythéisme. Et cette lutte à l'intérieur même de la chrétienté a marqué une bonne partie du destin de l'Europe. C'est aujourd'hui que se pose le mystère. La Grèce ancienne, nous en parlons, nous en sommes, si vous voulez, entourés dans notre éducation, dans notre politique, dans notre vocabulaire, dans notre culture. Mais c'est Israël qui existe. La Grèce moderne, ne m'en voulez pas, n'a rien à faire avec la Grèce ancienne. C'est une parodie, ça n'existe même pas. Il n'y a pas un lien réel humain. Κάποτε με τον κύριο Στάινερ βρεθήκαμε αντιμέτωποι στους Δελφούς και είχε πει τις ίδιες απόψεις, αναπτύσσοντας μια πραγματικά αξιοθαύμαστη έρευνα που έχει κάνει για την κληρονομιά στο σύγχρονο κόσμο της Αντιγόνης. Του είπα λοιπόν τότε, λέγοντας ότι, αποκόπτοντας όμως την ελληνική παράδοση από αυτό, του είπα όμως τότε ότι εμείς εδώ, και δεν θέλω να κάνω πατηδοκαπηλεία, αλλά να δείξω ακριβώς αυτή τη σωματική σχέση που έχουμε με την παράδοση. Ότι εμείς ακόμα τα παιδιά μας τα βαφτίζουμε Αντιγόνες, και αυτή είναι η διαφορά μας από τους Ευρωπαίους, και ότι μία από τις ηρωίδες της εθνικής μας αντίστασης ονομαζόταν Ηλέκτρα. Nous sommes des descendants des anciens grecs, voilà les noms, etc. Nos enfants s'appellent comme ça. Donc ça fait la suite. Mais là, vraiment, ça commence à se poser des problèmes. D'un peuple où cherche continuellement, après la libération, après les Turcs, cherche continuellement son identité. Pour nous, le problème fondamental, c'est le problème de l'identité. Qui nous sommes? Et c'est un problème que, bien sûr, tous les pays ont dans un certain rapport, mais pas si intensément que nous l'avons. Parce que, comme tu sais, il y a eu tant d'évasions, tant de peuples sont passés, que finalement, on ne peut pas dire que même si on a des mots pareils et un langage pareil, on n'en a pas grand-chose à faire avec les anciens. Les Byzantins, on ne sait pas exactement ce que c'était. Ce n'étaient pas des... Ils étaient des Asiatiques, ils étaient de toutes les parties du monde, des Arabes, des Juifs, des Grecs, comme ça. Alors le Byzance était... La Grèce dans le Byzance était un petit théma, comme on disait, une petite province. Ensuite, il y a eu, alors par définition, à mon avis, la chose qui définit, qui peut définir un grec, point de vue, si tu veux, un peu plus intellectuel aussi, c'est la nostalgie d'un pays qui n'a pas, qui l'a eu et qui n'a pas. C'est pour cela que tu trouves beaucoup plus de grécité en dehors de la Grèce que dans la Grèce où tu trouves beaucoup de mimétisme des choses étrangères. Parce que je ne crois plus qu'il existe des points qui peuvent réunir la Grèce antique avec la Grèce d'aujourd'hui.
la culture antique n'existe plus, que seulement dans les livres. Moi, je rencontrais des étrangers qui connaissaient beaucoup mieux notre histoire et notre culture que nous-mêmes. Et qui, de toute façon, avec les mélanges, avec les guerres, avec tout ça, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Ce sont des répartitions géographiques, mais pas plus que ça, je pense. Maintenant, c'est vrai que cette langue qu'on parle maintenant, nous, les Grecs modernes, elle nous vient de là. Et c'est vrai que notre culture, on l'a défendue avec les dents pendant l'Empire ottoman et qu'elle a survécu. C'est vrai qu'il y a des histoires émouvantes sur la manière enragée dont les Grecs ont défendu leur langue. Peut-être parce qu'ils se sentaient justement trop regardés par tous les autres pour laisser aller cette chose importante, le verbe et l'histoire. Et peut-être l'occupation turque a, d'une certaine façon, a aplati pas mal de choses, et d'une autre façon a servi à ça, c'est-à-dire à réunir les gens et à les faire comme une sorte de résistance contre l'occupant, se concentrer sur la langue, qui était la seule chose qui pouvait différencier les Grecs des Turcs. C'était la seule chose. Pendant une période, et pendant des années, des siècles presque, c'était la seule chose. Parce que tout le reste est devenu presque turc. La cuisine, tout ça. Enfin, la façon de vivre presque aussi est devenue la façon de vivre qui a imposé les occupants. My name is Elia Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey. This story was told me over the years by the old people in my family. They remember Anatolia, the great central plateau of Turkey and Asia. And they remember the mountain air just standing above the plain. Anatolia was the ancient home of Greek and Armenian people. But 500-odd years ago, the land was overrun by the Turk. And from that day, the Greeks and the Armenians lived here, but as minorities. The Greek subject people. The Armenian subject people. They wore the same clothes as the Turk, the fez and the sandal, ate the same food, suffered the heat together, used the donkey for burdens. And they looked up to the same mountain, but with different feelings. For in fact, they were conqueror and conquered. So that at a certain time, certain tensions rose, and the Greeks quickly left Anatolia. And what was there of Greek civilization and Greek culture, the Anatolian Greek culture, disappeared. And about 1 million Greeks went into, 1 million Anatolian Greeks went into Greece in Europe, and it was a terrible burden on those Greeks there, but there was a tragic side to it. They were not welcomed. It was an enormous economic burden on the Greeks in Greece. So the odd part of it was, I guess psychologically, that the Anatolian Greeks didn't feel at home in Anatolia, and then when they went over to Greece, they didn't feel at home in Greece. They were not wanted either place. They were just a pain in the neck either place you went. Had to be pushed out in one country and were not welcome in the other. And some of us, my father, my uncles, went to America. C'est-à-dire, dans notre siècle, il y a 3 ou 4 vagues de diaspora. Il y a la diaspora économique, que c'est le début du siècle, où tout le monde part pour les États-Unis, le Canada. Et après la guerre, il y a la vague des travailleurs immigrés qui vont en Allemagne, en
en Belgique, dans les mines. D'ailleurs, moi, j'étais le premier qui a suivi le premier cargo des travailleurs immigrés en 1955 en tant qu'interprète. Et j'ai vécu ça comme une exode, que tu disais avant, une exode nationale qui a eu comme résultat d'avoir dans le pays des vieillards et des enfants, et la classe, disons, qui était porteuse des changements sociaux, était déjà liquidée pour travailler à l'étranger et contribuer au miracle de la renaissance de l'Allemagne de l'Ouest. La diaspora alors a toujours servi, à mon avis, elle a gardé un sentiment de profond amour du pays, parce qu'on aime la Grèce énormément quand on est loin, et on la déteste quand on est dedans. C'est-à-dire que c'est une histoire très curieuse que je trouve chez beaucoup de mes compatriotes qui se sont vécus à l'étranger. Quand on parle de ça, on dit oui, je suis malheureux quand je suis là et malheureux quand je suis dehors parce que je ne suis pas là. Mais je suis plus heureux étant à l'étranger parce que comme ça, au moins, on ne me détruit pas la Grèce que je veux faire à ma tête. Parce que c'est toute une question d'ici, du cerveau. En réalité, c'est très peu de choses sans beaucoup d'intérêt. Mais l'idée, c'est grande chose. L'idée qu'on a, c'est-à-dire l'idée d'Ulysse, l'idée de nostalgie. Quand Simone a écrit La nostalgie n'est pas ce qu'il était, le titre m'a beaucoup plu parce que dans le mot nostalgie, il y a le mot nostos, que c'est le désir de rentrer chez soi, et le mot algos, que c'est le mot peine. C'est-à-dire qu'il y a le désir de la peine et la peine du désir. Comment peut-on éliminer ou évacuer la notion de nostalgie en parlant d'un peuple de voyageurs, des gens qui, la plupart, au moins une famille a quelqu'un à l'étranger, au moins quelqu'un en mer. Moi, mon père était marin. Mais toutes mes petites copines, il y avait un frère marin ou un père marin ou un cousin marin. Et donc le voyage tissait à notre vie de manière effroyable, je dirais. Et heureuse, puisque cette mer qui nous entoure est une invitation au voyage. Et puis, malgré tout, cette perpétuelle, je dirais, c'est nostalgie. Je ne peux pas trouver d'autres mots en parlant de la Grèce. Comment on peut faire autrement? Il y a le mot algie dans nostalgie. Algie, ça a quelque chose à voir avec la douleur. Et c'est ça, c'est une espèce de douleur sourde. C'est le mot le plus grec, à mon avis, que ça peut exister, c'est-à-dire ce qui définit un peu la Grèce, parce que on doit arriver à une définition comme ça, un peu arbitraire et générale, comme on dit les Français, sont cartésiens. C'est une généralité que, bien sûr, mais c'est une généralité. Alors, si on voulait une généralité pareille pour la Grèce, et moi j'ai plusieurs fois cherché qu'est-ce que serait le plus profond, ça serait ce mot. Les Grecs sont nostalgiques. Nostalgiques de quoi? De tout et de rien. Parce qu'ils n'ont rien avec eux et ils ont tout dans la tête. C'était une période extrêmement difficile puisque c'était une période qui correspondait à peu près politiquement à l'époque des colonels. Ce qui fait que la douleur d'être loin de la Grèce faisait aussi qu'elle était décuplée du fait que les nouvelles qu'on apprenait à l'étranger étaient des nouvelles tragiques. Donc là, je dirais, ma grécité ou mon appartenance à la Grèce était très exacerbée, très à fleur de peau. Et en même temps, comme les choses après se sont plus ou moins calmées, moi aussi je me suis calmée avec le temps et j'ai mesuré les énormes avantages qu'a un immigré ou un grec de la diaspora, qui est en fait qu'il peut entretenir à l'aise cette nostalgie merveilleuse qu'il a de son pays et de l'embellir autant qu'il le veut, puisqu'il est loin, il est à cette distance. Et en même temps, pouvoir s'en inspirer tous les jours parce qu'il est loin. Et puis quand j'ai dû retourner à la Grèce, les choses
ont changé ou changent d'année en année. Plus le temps passe, plus mon rapport à la Grèce devient plus sage, plus... peut-être j'attends moins d'elle. C'est comme... je suis moins en révolte contre aussi la Grèce, un peu comme les enfants sont en révolte quand ils sont à l'adolescence, ils sont toujours en révolte contre les parents. Ils trouvent qu'ils ne sont pas assez ceci, pas assez ça, qu'ils ne sont pas comme ils les rêvent. Ils leur en veulent, les rapports sont tendus. Et plus les enfants grandissent et vieillissent, et plus ils disent pourvu qu'ils ne changent pas, pourvu qu'ils restent comme ça, et que même si je les ai dans un coin, sur un fauteuil, et c'est des vieillards, j'ai besoin d'eux pour pouvoir ne fût-ce qu'être encore une enfant, puisque quand les parents disparaissent, on n'est plus un enfant. C'est comme ça que si j'avais à nier mon pays, qui m'énerve prodigieusement par plusieurs côtés, si j'avais à le nier ou à l'abolir parce que je serais en colère contre la Grèce, je serais profondément malheureuse de ne plus pouvoir avoir cette patrie à laquelle je tiens profondément. Belle, mais étrange patrie que celle qui m'a été donnée. Elle jette les filets pour prendre des poissons et c'est des oiseaux qu'elle attrape. Elle construit des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau. Belle, mais étrange patrie que celle qui m'a été donnée. Elle menace de prendre une pierre et elle renonce. Elle fait mine de la creuser et des miracles naissent. Belle, mais étrange patrie que celle qui m'a été donnée. Avec une petite barque, elle atteint des océans. Elle cherche la révolte et s'offre des tyrans. Belle, mais étrange patrie. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα στη στιγή καράβι κι πως τα νερά, κι πως τα νερά, κι πως τα νερά. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans ce très beau texte d'élitisme, c'est d'abord le mot patrie, qui est un mot qui est tombé un peu en désuétude dans la langue française, puisqu'il a été très fort lié au patriotisme, notion détestable dans ce qui en découle. Mais pour la Grèce, pour les Grecs, le mot patrida, c'est un mot sacré, parce que peut-être on a bavé pour la garder, cette patrie, et ça n'a pas un sens patriotique. C'est un sens de mère. D'ailleurs, on dit au patrion édafos, qui ressemble un peu, c'est un peu le père, le territoire paternel. Et en fait, donc, ce mot patrie, je le revendique quand il est dit en grec. Et parfois, ce mot belle et étrange patrie, pour moi, ça me... Όμορφη και παράξενη πατρίδα en grec, c'est quelque chose qui m'émouvait profondément. Parce que là, il y a les racines, il y a l'histoire, il y a tout. Et puis, il donne des coups de griffe dans ce poème. Il encense. Il dit aussi qu'on fait des jardins sur terre, des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau. Et quand on regarde la Grèce, c'est vraiment ça, puisqu'il y a partout des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau, certainement aussi. Et puis donc, il la magnifie, et puis tout à coup, il a cette phrase finale qui est très dure, qui est qu'elle cherche la révolte et s'offre des tyrans qui se passent de commentaires, puisque tout le monde peut faire le commentaire par lui-même.